Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Capitole plein, ce full house, comme on dit là-bas. On est très heureux de vous accueillir si nombreux dans ce cinéma qui, heureusement, est le plus grand de Suisse encore en activité. La preuve que c'est heureux de conserver des salles aussi grandes que cela pour présenter des films, pour présenter aussi des œuvres de grands cinéastes. Je suis ici pour vous présenter une initiative que nous avons développée en collaboration avec le Musée de l'Élysée, vous le savez, et la Cinémathèque française, puisque c'est la Cinémathèque française et le conservateur, le curateur de l'exposition, Mathieu Orléans, qui en ont eu l'initiative, c'est celle de faire une exposition autour de l'œuvre de Gus Van Sant, mais comme toujours à la Cinémathèque française, c'est une exposition et une rétrospective intégrale. C'est ce qu'on fait ici, dans deux lieux séparés. À la Cinémathèque, la rétrospective intégrale, qui démarre ce soir et va rester à l'affiche dans la salle de la Cinémathèque à Montbellon jusqu'à fin décembre. Et de l'autre côté, cette exposition de photographies, de peintures, d'extraits de vidéos et d'œuvres passionnantes que je vous recommande d'aller visiter, qui a ouvert aujourd'hui au musée de l'Élysée. Parallèlement à ce grand événement que nous prévoyons depuis longtemps en collaboration aussi avec le Musée national du cinéma de Turin, il y a un livre qu'on peut appeler un catalogue, mais qui est un livre aussi nourri par un entretien entre Gus Van Sant et Mathieu Orléans que nous avons eu la chance d'éditer avec la Cinémathèque française et l'éditeur Actes Sud. Donc c'est l'Élysée et la Cinémathèque suisse, qui est en vente ce soir au cinéma, au prix spécial de 44 francs. À partir de demain, ce sera 49. Donc si vous voulez faire une petite économie, c'est l'occasion aujourd'hui. Voilà, c'est un bel événement pour nous. On est très heureux parce que d'accueillir un cinéaste de l'importance de Gus Van Sant, c'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Et pour moi, c'est vraiment un cinéaste extrêmement important dans l'histoire du cinéma américain contemporain, parce qu'il vient du cinéma indépendant, parce qu'il est justement nourri de plusieurs expressions artistiques, la photo, les beaux-arts, la littérature. Vous allez voir d'ailleurs à l'écran dans quelques instants l'immense écrivain William Burroughs, qui joue un rôle dans le film, c'est pas un hasard, on y reviendra après. Mais c'est un cinéaste qui justement en même temps, dans son rapport au cinéma, a énormément inventé, a recherché énormément, tout en étant lié au cinéma hollywoodien d'une façon peut-être de très moderne, notamment lorsqu'il va faire le fameux remake de Psycho, ce que certains ont critiqué et qui pourtant pour moi est un geste artistique assez passionnant. On aura l'occasion d'y revenir avec lui. Avant de parler de cinéma, je passe d'abord la parole à Tatiana Franck, la directrice du Musée de l'Élysée, qui est la partenaire de l'aventure, avec qui on a déjà fait plein de choses, ici au Capitole notamment. On avait présenté une fameuse rétrospective à l'Élysée autour de Federico Fellini et ensuite autour de l'œuvre d'Amos Gitaï. Bienvenue Tatiana. Merci Frédéric. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Effectivement, c'était une très très belle collaboration sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années avec la Cinémathèque suisse, mais aussi la Cinémathèque française. Et l'exposition que vous pourrez découvrir jusqu'au 7 janvier 2018 est un véritable parcours, un véritable voyage à travers le travail plastique du réalisateur américain Gus Van Sant, un travail inédit en Suisse. Et vous pourrez découvrir à la fois les coulisses de ces films, immortalisés par les plus grands photographes tels William Eggleston ou Bruce Weber, des scripts de films. Vous allez pouvoir découvrir le travail photographique de Gus Van Sant, parce que Gus Van Sant est photographe également. Depuis l'âge de 16 ans, il a un Polaroid et il photographie à la fois des acteurs lors de casting, des Polaroids qu'il va garder sous forme de négatifs, qu'il va agrandir, retravailler. Il va photographier des personnes qui ont compté dans sa vie. Et il continue à photographier, puisque même tout à l'heure, à l'occasion de la masterclass à laquelle il avait son appareil photo, il photographiait les étudiants. Vous allez pouvoir également découvrir les influences de Gus Van Sant, la Beat Generation, son travail de compositeur, de musicien, puisque Gus Van Sant est un artiste prolifique. La musique joue un rôle fondamental dans sa carrière, dans son travail. Il a réalisé des vidéoclips pour les Red Hot Chili Peppers,
pour David Bowie, un artiste vraiment complet. Et chose surprenante pour un musée de photographie, nous montrons également des aquarelles, des dessins, des collages récents de Gus Van Sant. Voilà, un parcours complet d'un artiste extraordinaire, et c'est un honneur de pouvoir accueillir Gus Van Sant à Lausanne, au musée de l'Élysée, et une très belle collaboration avec la Cinémathèque suisse. Nous nous réjouissons de vous accueillir et belle soirée à tous. Merci. Merci Tatiana. Merci beaucoup. Je rappelle que dans le cadre de la rétrospective, de même que parallèlement dans l'exposition, vous pourrez voir aussi tous ces vidéoclips et tous les courts-métrages que Gus Van Sant a réalisés. Il y en a 19 qui ont été récemment numérisés par l'Academy Award Archive aux États-Unis, et ils seront présentés dans le cadre de la rétrospective. Mais à tout seigneur, tout honneur, il est temps d'accueillir celui pour lequel vous êtes là, Gus Van Sant, et le traducteur Anthony Crew. How many people showed up for this program. It's very nice. Very excited, and so we will be here later. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux ce soir, et je dois dire que je me réjouis de pouvoir vous retrouver après le film où nous aurons l'occasion de dialoguer. And yeah, have a good experience. That's all. That's all. Maybe some words about Drugstore Cowboy. Peut-être quelques mots sur Drugstore Cowboy que les gens vont voir ici. C'est donc le deuxième long métrage de ce second feature by Gus Van Sant. On a discuté longtemps pour savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir présenter ce soir. On aurait bien voulu tous les présenter à la film. Enfin, vous les verrez dans la rétrospective. Mais what can we say now about Drugstore Cowboy? I don't know. It's an old film. I mean, I can tell a little story about, like, maybe... Okay. It's from a novel by James Fogle, who was a lifetime criminal in Oregon, and I found a manuscript which was unpublished at a friend's house. The friend was trying to get the manuscript published. And Je ne sais pas vraiment quoi en dire parce que c'est un film quand même assez ancien, mais en fait c'est un film qui est repris d'un roman James Fogle, qui était un criminel bien connu dans l'Oregon, et j'ai un de mes amis qui avait retrouvé, ou qui a remis la main sur un manuscrit et voulait le faire publier. And so I adapted it into a screenplay, and before we made the film, Matt Dillon and I drove up to the prison where he lived. It was about 5 hours from Portland, Oregon, in a town called Walla Walla. We were allowed in, but we needed to go inside the visitation area to talk to James Fogle about this, who looked very inauspicious, like an accountant. Not really like a person that I thought of as a lifetime criminal. Et donc, j'ai décidé d'adapter ce manuscrit pour en faire un film. Mais auparavant, avec Matt Dillon, nous sommes rendus dans la prison où habitait James Fogle, qui se trouve à environ 5 heures d'où nous étions, dans une petite ville qui s'appelle Walla Walla. Et bien entendu, nous n'avons pas pu le rencontrer dans son cadre de vie de tous les jours, dans sa prison, mais dans la zone de visite. Et je veux dire que ce qui m'a frappé le plus, c'est que j'avais plutôt l'impression de rencontrer un comptable un peu poussiéreux plutôt qu'un criminel notoire. And the visitation area had been decorated by maybe one of the prisoners. And it was a pretty large room that people could visit with their families and so forth. So we were sitting there, and the decoration were paintings and drawings of famous walls of the world, around walls. And we were in a place called Walla Walla prison. So I thought it was a sort of sick joke, because they were
behind the wall. They were in prison. Et dans cette zone de visite, qui est en fait une assez grande salle et non pas un petit salon en privé, grande salle où tous les murs étaient décorés, probablement décorés par les prisonniers qui se trouvaient là-dedans, et tous les décors de représentation sur les murs étaient en fait des murs célèbres aux quatre coins du monde. Donc eux se trouvaient derrière des murs, dans une ville qui s'appelle Walla Walla, qui plus ou moins en français, ça serait Muramura. Muramura va probablement être plus agréable. Et c'était un peu un clin d'œil et une plaisanterie d'un goût parfois un peu douteux. And that's my story. Et voilà. Well, thanks very much, guys. Merci, John. On revient tout à l'heure pour une conversation avec Gus Van Sant, donc restez là. Bonne projection, je vous rappelle que vous allez voir une copie 35 mm, donc d'époque, du moment de la sortie, qu'on a choisi la meilleure de notre collection. Donc du 35 mm, donc si ça bouge un tout petit peu et s'il y a des petites rayes et un point en haut à droite, c'est normal, ce n'est pas numérique, c'est du film. Bonne projection. Je vais peut-être commencer par une question un peu étrange, puisque le film finit sur une note quand même assez positive, mais c'est que il y a une thématique qui est récurrente dans beaucoup des films, dans même presque tous les films de Gus Van Sant, qui est la question de la mort, qui peut être abordée aussi avec beaucoup d'humour, mais c'est quand même toujours la mort. Why death is so present in your work? I don't really think of that it is. And this was a noir novel written by James Fogle in the vein of 1950s pulp fiction, and the hero dies if his crime doesn't pay, which is the legal up note, I think, in the film. But the making it in 1972, or I mean 1988, the production company wanted to not have the light of the ambulance turn off, because as the ambulance drives down the street in the novel, the light turns off because he dies, and so we agreed not to. Although it reads as if he dies, right? Yeah. Well, not really. Excusez-moi. En fait, ce n'est pas quelque chose vraiment qui vient dans mon esprit à premier plan, mais comme ce texte avait été écrit par James Fogle et reprenait en fait le pulp fiction des années 50, et le refaisant en 1988, et le thème étant que le crime ne paye pas. Mais la société de production, dans les années 88, dans le texte original, les lumières de l'ambulance s'éteignent quand elle s'en va, parce qu'il est mort. Or, en fait, la compagnie de production ne voulait pas que les lumières de l'ambulance s'éteignent, même si peut-être il est mort. Mais ce que je voulais dire, c'est que la mort est aussi présente dans beaucoup d'autres films que vous avez faits, d'une façon que ce soit Last Days, que ce soit Elephant, que ce soit plein d'autres films, enfin My Own Private Idaho. Cette présence de la mort, même de façon souriante, même de façon presque gaie, comme on vient de la voir maintenant, elle est toujours là, comme si elle tournait autour de votre travail. Yeah, I think so. I mean, with Jerry and Last Days and Elephant, those were specifically about, very different instances of death. So in that case, those three films, for sure. But, I mean, I don't really think of the rest as... I mean, there probably are, but I just don't notice them. En fait, dans le cas de Jerry ou Elephant, effectivement, la mort est présente, mais dans une façon tout à fait différente. Mais pour les autres films, je n'ai pas l'impression que la mort est présente. Alors venons-en à l'autre aspect qui est aussi très présent dans vos films, c'est la jeunesse. Parce que vous avez souvent été représenté comme étant le cinéaste de la jeunesse. Dans vos photos, d'ailleurs, qu'on voit au musée de l'Élysée, il y a énormément de jeunes personnes, à la fois des acteurs connus, comme Matt Dillon ici,
mais aussi des personnalités inconnues. Et vous avez, pour Elephant en particulier, travaillé beaucoup avec la jeunesse. Cette jeunesse est toujours très présente. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette approche de la jeunesse? I mean, sometimes the protagonists are youthful. I think, as you know, for me as a storyteller, as something that is vulnerable, and you know, it's a way to look at your story, to tell your story. But I'm not positive exactly either with youth or death. En fait, ce qui se passe aussi. I'm not really in control of it, I don't think. Souvent les protagonistes sont effectivement assez jeunes, mais dans ma création, je trouve qu'également avec cette jeunesse, il y a un élément de vulnérabilité, et c'est une façon en fait de raconter les choses et les événements. Et par exemple, vous disiez, quand on discutait ensemble avant, hors présence du public, que le personnage principal de l'ouvrage et théoriquement du film ici, de Drugstore Cowboy, aurait dû être beaucoup plus âgé en soi. Yeah, the original novel, the character of Bob was, I think, in his late 40s, mid 40s, and so when he refers to the TV babies and the kids these days, that he was written as a much older person. And I think as we were casting, somewhere along the line, Matt Dillon got involved in the casting, who I liked, and I thought, even though Bob was supposed to be 45, that it could work with Matt as well. We were giving the screenplay to Jack Nicholson, a few other people like that, but they had passed, so Matt was like later in line, and he said yes. So we agreed to the idea to change it. Et effectivement, dans l'original, le personnage principal est dans les années, il a entre 45 et 50 ans. Et c'est pourquoi, quand il parle des enfants de la télévision, des bébés de la télévision, c'est quelqu'un de plus âgé qui s'exprime. Mais en fait, ce qui s'est passé dans le casting où Matt Dillon finalement a été choisi, initialement, nous avions pensé à prendre un personnage qui serait un peu plus âgé. J'avais pensé, entre autres, à Jack Nicholson, mais finalement, ça n'a pas été le cas, et c'est Matt Dillon qui a dit oui, et voilà, donc le personnage est plus jeune. Une chose qui est très frappante dans la galerie de photographies qu'on peut voir, à la fois les Polaroids, mais aussi les autres photos que vous faites, qu'on peut voir au musée de l'Élysée, dans l'exposition et dans vos films, c'est à la fois, c'est d'ailleurs très sensible dans Drugstore Cowboy, à la fois ce rapport avec des acteurs stars, comme Matt Dillon, qui était une véritable star à l'époque, et plein d'autres stars, on ne va pas tous les citer, mais Matt Damon, les frères Affleck, Phoenix Family et tout ça, Robin Williams et plein d'autres, ou Nicole Kidman. Mais de l'autre côté aussi, ce travail avec des inconnus, comme d'ailleurs les autres comédiens que l'on voit dans le film, qui en tout cas pour nous ne sont pas connus. En fait, vous aimez cette confrontation entre des personnalités qui sont déjà très connues dans un certain milieu, qui sont des acteurs affirmés, et de l'autre côté des personnalités, disons, qui débutent dans le cinéma. Cette confrontation de manière d'être devant la caméra. Yeah, I think that I have the people that are lesser, say, experienced, are a lot of times the actors that did really well in their auditions. So mixing them together was easy. I guess Max Perlich, who plays the kid next door, the crazy kid who kills Bob, was sort of he was a professional actor, but he was kind of very unique and hard to read. It was hard to tell whether he was actually acting well or poorly, but he was such a character that we just, it was fun, his acting. And yeah, I can't remember, well, Burroughs was not particularly an actor, but he was certainly a showman.
You know, he was, you know, understood. He had read a lot of his poetry on stage. But mixing people, I think, is good. You can run into problems, you know, like when it's a super studied actor and they expect their co-actors to be like them. But generally, it's great. Alors, effectivement, c'est très intéressant d'avoir des acteurs qui ont moins d'expérience et qui, par contre, souvent ont été choisis de par leur performance lors des auditions qui ont été faites pour les acteurs. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'était assez facile de mélanger des acteurs connus et moins connus. Si on prend le cas ici du personnage qui est un peu fou, le voisin qui en fait tue Bob à la fin du film, c'est un acteur professionnel, mais il est tellement mercurial, avec des hauts et des bas, qu'on ne sait jamais vraiment s'il est en train de jouer ou si c'est simplement qu'il est extrêmement talentueux. Burroughs, qui lui n'est pas un acteur, mais c'est un homme de spectacle, il a souvent lu ses poésies en public, et je trouve que c'est très intéressant de faire un mélange entre des acteurs qui sont connus et des acteurs qui ne le sont pas ou beaucoup moins. Peut-être juste une dernière question de ma part, après on va passer au public, mais peut-être quelques mots sur certains films que vous avez faits qui ont aussi un rapport d'engagement politique important. Évidemment, Harvey Milk, autour du personnage d'Harvey Milk, qui est quand même un film, je crois, que vous avez porté longtemps et qui a évidemment un discours politique important, mais aussi Promised Land, qui a aussi une charge, disons, politique. Donc, votre implication, au fond, à travers le cinéma dans le discours politique américain, parce que vous êtes profondément ancré aux États-Unis et à la réalité américaine. Même ici, even Drugs Are Cowboy. Yeah, I mean, certain stories were amazing stories and very political stories. Harvey's rise as one of the early gay politicians in America was an amazing story. I think Promised Land was trying to speak about, in general, corporate business practices which were not quite honest, which now has sort of become more heightened. You know, the honesty factor, fudging the facts and so forth. But yeah, I mean, occasionally there's a political piece. Or I think the even sexual politics or personal politics or also racial politics with Malinoche are really kind of interesting, and we're part of Portland and Portland's Old Town and the workers that worked in Oregon in the fields. En fait, beaucoup de ces histoires sont assez surprenantes. La montée de Harvey en tant que politicien gay est quelque chose d'assez remarquable. Ce qui était reflété dans Promised Land. L'on peut effectivement trouver un certain nombre de messages politiques, mais il y a également autre chose qui apparaît, et c'est les pratiques plus ou moins douteuses des grandes entreprises que l'on voit peut-être de plus en plus souvent maintenant, et toute la politique, qu'elle soit sexuelle, raciale, et reflétant également ce qui se passait à Portland avec le sort des ouvriers, que ce soit dans les usines ou ceux qui travaillent dans les champs. À vous la parole. Des micros circulent. Je rappelle que la salle est grande, donc je vous prie de poser la question dans le micro et lever la main pour qu'on vous voit et qu'on puisse vous tendre un micro. So please, raise your hands. Levez vos mains. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Il y a quelqu'un? Oui. Oui, non. Je vais partir le micro, mais... Voilà, là, tout en haut. Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Hello, I have a question. You have done a lot of work, and now you have, I don't know, it's your 10th movies.
you have a lot of experience now, and with retrospective, do you would like to remake one of your first movie, or is it as good as it was in the past? Vous avez beaucoup travaillé, acquis une expérience plus que certaine, et en revoyant votre filmographie, est-ce qu'il y aurait certains de vos films anciens que vous aimeriez refaire et peut-être différemment? I used to, yes, very desperately want to remake specifically Drugstore Cowboy because Malanoche was so like of a different style of filmmaking that I really wanted to go back and like make Drugstore Cowboy what I thought we were going to make before we made this one, which angered Matt Dillon. He was like, you know, why would you remake this thing? Didn't want us to do it, but I have, and I think not so much now, but I did back in the day. I wanted to remake things. Oui, en fait, un des films que j'aurais aimé refaire, c'est Drugstore Cowboy que vous venez de voir, dans un style tout à fait différent, mais ça a tellement fâché Matt Dillon qu'il a dit c'est pas la peine. Enfin, c'était très bien comme film que je pense que je vais peut-être en rester là. Surtout que c'était un peu une tendance que j'avais il y a déjà quelques temps, mais qui m'a un peu passé. Je précise juste pour que ce soit clair pour tout le monde que Malanoche, dont il a parlé plusieurs fois ici, c'est son tout premier long métrage, qui est peut-être plus expérimental dans l'esprit, qui précède Drugstore Cowboy, et que donc il a réalisé 17 longs métrages en incluant Malanoche, et qu'il est en train de terminer son 18e. Question suivante. Next question. Ici. Yes, I'd like to know if you would do a remake of Drugstore Cowboy, how would it look like today? Because let's say in 2016 we had about 59,000 deaths of opioid overdose in the United States of America. There's a huge opioid problem going on. So, question is, would that be reflected in a remake? Si vous parlez de refaire Drugstore Cowboy, maintenant en 2016, en fait 2017, tenant compte du nombre énorme de décès qui se produisent chaque année dus aux opiacés, est-ce que cela influencerait la façon dont vous referiez le film? Good question. I think possibly if we updated the story, for sure, it would address, you know, questions today. I think the problems are with the a lot of times are with the drug companies, whether or not it would play into the story if there was a remake. I guess we could definitely do that. I was thinking more in terms of stylistically remaking it. It was always written and set in a certain period of time. But yeah, for sure, it would be interesting to address those things. C'est une question intéressante, mais effectivement, si c'était un film qui était refait aujourd'hui, un des problèmes qu'il faudrait peut-être évoquer, c'est celui de toute l'industrie pharmaceutique qui joue quand même un rôle. Mais pour ma part, moi, la façon dont je voyais la question de refaire le film, c'était plutôt dans le style du film. Mais effectivement, si l'on remet un film dans une autre période, il faut également retenir compte des éléments qui existent. Other questions? D'autres questions? Oh. Oui? Non? Courage! Est-ce que je vois... Là, il y en a une question. Désolé, vous êtes très nombreux, donc... Voilà. I was wondering, since it was mentioned before that you like taking pictures and also painting, and so maybe it's a question too vague, but why specifically cinema then to tell a story if pictures or painting can also do it? I was just wondering what drew you specifically to cinema and whether you always had that attraction to cinema. Tenant compte de tout ce que vous avez fait, que ce soit en
photographie ou en peinture, la question que je me pose et que je vous pose, c'est pourquoi le cinéma et pourquoi raconter vos histoires par le cinéma, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été dans votre esprit? I think that I started to make films because of painting. I made experimental films, but the experiments became more about, can you go farther and can you tell a story? And an interest in telling a story was really drew me into this whole career of dramatic storytelling, and I sort of just finished, like kind of satisfying that journey. So I used to paint, and the pictures that are here are sometimes connected to the actual films. So it wasn't like I gave up one so much. I guess I changed when I was young, when I was in college, but it was more like this was the main thing, the films. En fait, je suis venu au cinéma et au film partant des peintures que je faisais. Et en fait, ce qui m'a attiré vers le cinéma, c'est le fait d'être un narrateur, de pouvoir narrer une histoire avec un certain côté dramatique. Certaines des peintures que j'ai faites, du reste, sont reprises sur des thèmes des films, mais ça n'a pas été un changement radical de l'un à l'autre, et il y a eu comme un certain élément de parallélisme. Ici, une question devant, là? Ou bien il y en a une derrière? Attendez, ici il y a aussi quelqu'un, donc je ne sais pas. Bon, bah alors allons là, et puis après vous ici, devant. Yeah, hello. I just have a question about aspect of music. In the film, which point you think you start to think about the music? Is it during the script or during the editing? I would like to know that. J'ai une question qui porte sur la musique qui est dans votre film. Est-ce que la musique est quelque chose que vous avez déjà défini au début quand vous commencez à préparer le film, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en cours de route? Most of it, I think, was during the editing of the film. It was, I think the Desmond Dekker piece, The Israelites, was while I was driving to the set one day. That came on the radio. A lot of times I'm listening to the radio and it's what's playing. It sometimes fits with what I think I'm making. A lot of them were songs that I knew when I was younger, like Bobby Goldsboro, and a few of the others were sort of pulled out of my past, but they were mostly in post-production. En fait, beaucoup des musiques sont définies au moment du montage ou de la post-production. Le morceau de Desmond Dekker, The Israelites, là j'étais en voiture, j'allais sur le plateau pour le tournage, et subitement c'est passé à la radio pendant que je conduisais. Je me suis dit, tiens, ça irait très bien avec le film. Un autre morceau, celui de Bobby Goldsboro, que l'on entend également dans le film, ça c'est de la musique qui date de mon passé et des choses qui me restent à l'esprit. Je me dis que tiens, ça devrait coller également avec l'histoire. Il y avait une question ici devant. Si vous pouvez relever la main, parce qu'on vous voit. Bon, voilà. Bonsoir. J'ai une question concernant les films sur lesquels vous travaillez avec des non-professionnels adolescents, comme Paranoid Park. Je me demandais comment vous prépariez ces jeunes à être au tournage, à quoi ressemblent les répétitions, est-ce que vous faites lire le scénario, et après comment vous vous adressez à eux sur le plateau, comme le personnage principal dans Paranoid Park. Especially, he was with non-professional, especially Paranoid Park. He was talking about Paranoid Park. Especially. Well, yeah, Elephant and Paranoid Park were films that we had like complete non-professionals that seemed like they were very amazing actors and improvisers. Many of them that came to our casting sessions, possibly because of just home cameras, maybe. I'm not sure exactly why they were amazing.
I was working with them pretty much like I would work with a professional actor. We did do a lot of improvising with our casting director. She was a very good teacher and improviser, and so when they were auditioning, they were working on pretty amazing improvs together as part of like something we were developing in the film, in Elephant in particular, and it was their sort of natural talent that was, so we sort of ended up with. There wasn't really anything extra to be done with the novice. They seemed to be pretty durable. Did they read the script? Eh bien, disons dans l'occurrence que ce soit avec Paranoid Park ou Elephant, effectivement, c'était des non-professionnels, mais qui avaient un certain don d'improvisation. Du reste, lors des séances de casting qui ont eu lieu, cela est apparu assez visiblement. Quant au travail que moi je fais directement avec eux, je veux dire que je travaille avec eux comme si c'était des professionnels. Notre responsable casting, du reste, les a même entraînés dans leur aptitude, exacerber leurs aptitudes à l'improvisation, notamment dans le film Elephant. Mais pour ma part, je pense que c'est simplement un talent naturel et qui ne demande pas vraiment beaucoup de travail supplémentaire. Je crois que M. Ajoté se demandait encore s'ils avaient un scénario, c'est ça, ils ont lu le scénario et ils avaient le scénario. It was a precise script. No, the actors never saw a screenplay because they're in Paranoid Park, yes, but in Elephant, for instance, there wasn't one. So, dans le cas de Paranoid Park, oui, ils ont pu voir le script, mais pour Elephant, non, parce qu'il n'y avait pas de script. So how did you work with them? Comment vous avez travaillé avec eux? They were, instances that we on the day of the shoot, I would just explain what was happening, and I would ask the actors to say what you would if you were in a normal high school, in your high school, to your fellow student, and they would just make up the lines. I wasn't really interested in what they were saying because I wasn't telling the story through the dialogue. I was, it was okay whatever they actually did say. En fait, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on arrivait sur le tournage, je leur expliquais en fait quelles étaient l'action qui allait se dérouler et que je leur demandais simplement de se comporter comme s'ils étaient dans leur école secondaire et de parler et de dire ce qu'ils diraient comme s'ils étaient à l'école. Mais comme le dialogue n'était pas un élément significatif dans le film, c'était pas du tout un problème. One last question, dernière question. Ici, madame. Là. Oui. Là. Oui. Non, vous êtes derrière. Allez-y, allez-y. If you had to choose one filmmaker that influenced you the most, who would it be? I'm sorry, madam, could you speak a little bit louder? Yeah, sorry. If you had to choose one filmmaker that influenced you the most, who would it be? Si vous aviez à choisir un cinéaste qui vous a le plus influencé, qui est-ce que ça serait? Well, there have been many. I think possibly John Cassavetes would be the most influential. Il y en a eu beaucoup, mais je dirais peut-être que John Cassavetes était peut-être certainement l'un des plus importants. Bon, c'était une réponse courte, donc encore une question. Voilà. Justement, quand on voit ce film, on peut penser à Saturday Night and Sunday Morning. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro? Oui, justement, lorsqu'on voit ce film, on voit qu'il travaille sur les machines, etc. On peut penser à Saturday Night and Sunday Morning, qui fait aussi partie de la nouvelle vague anglaise. Okay.
think that was a scene written in the original novel. It was something that Vogel did. He drilled holes, which was, I think, his idea of a metaphor for like drilling holes into his arm. En fait, ça, c'est une scène qui est reprise du script du roman initial que Vogel avait écrit, et je pense que c'est une métaphore pour la perforation dans ses bras qu'il faisait avec des aiguilles. Encore une question? Encore une question alors. Allez hop, ici juste il y avait madame devant, je crois qu'il y avait levé la main là, juste. Bon, plus loin, ok. Et puis madame et après ce sera fini. Oui, allez-y. Oui, c'est ici. Pardon, d'accord. Oui, which would be your favorite piece of artwork released in the last 3 years? Ouf. Quelle serait l'œuvre d'art, votre œuvre d'art favorite qui a été réalisée au cours de ces 3 dernières années? I have to think about that one. It's hard. I don't want to say something glib. Katy Perry album. I'll tell you later. Then, une dernière question alors là. Voilà, depuis le temps. Parce qu'on a levé la main plusieurs fois, excusez-moi. Merci. Just maybe one silly question about the season you choose in your movie. Why autumn in Oregon? Or maybe the smooth colors you use? Juste une question qui semble peut-être anodine ou bête. Pourquoi avoir choisi d'avoir tourné le film pendant l'automne? Est-ce que c'est pour les couleurs? Well, I think that we weren't in particular control over the season that we shot, but autumn was good for us because it was the changing of the seasons, and I felt that it was a story about Bob changing his life. But we were kind of forced into it. It was also Oregon. There were changes in the leaves, especially when they were in the mountains. But Oregon was very green, so it wasn't exactly like Lausanne or someplace. En fait, on n'a pas vraiment eu de contrôle sur la saison auquel on a tourné le film, mais effectivement, l'automne était une saison intéressante montrant le changement de la végétation, qui est également une représentation du changement de vie pour Bob. Et dans les hauteurs de l'Oregon, on voit toutes ces différentes couleurs de feuilles, mais l'Oregon est très très vert, peut-être un peu plus vert que Lausanne. Well, je me permets de dire encore juste une chose, vous rappelez que vous pourrez retrouver Gus Van Sant à la fois au musée de l'Élysée dès maintenant et jusqu'en janvier, début janvier, en photographie, en peinture, en vidéo, en auto-vidéo, en autoportrait aussi. Dans le livre qui a été publié et que vous pouvez trouver à la sortie, publié par Actes Sud, en collaboration avec la Cinémathèque française et nos deux institutions, Élysée et Cinémathèque suisse. La rétrospective intégrale à partir du 1er novembre et jusqu'à fin décembre, de l'ensemble des films et des courts-métrages. Je vous recommande vivement les courts-métrages, c'est une vraie découverte, certains qu'il n'avait lui-même pas revus depuis très longtemps, dont les vidéos musicales, puisqu'il est aussi musicien et un grand filmeur de musiciens. David Bowie, Red Hot Chili Peppers par exemple. Et juste encore une dernière chose, on peut l'applaudir et le remercier de nous avoir rejoints pour ces jours à Lausanne.